Bonjour à tous les internautes qui se sont branchés sur ce démarrage de ce que nous appelons les masterclass, qui est très prestigieux puisque nous aurons successivement Jacques Attali avec Éric Le Boucher et Étienne Klein avec Patrice Geoffron. Donc vous imaginez à quel point ce rôle et cet intérêt sera grand. Je voudrais juste insister avant de laisser la parole à nos deux accueilleurs habituels, c'est-à-dire la maire d'Aix-en-Provence et le président de l'université d'Aix-Marseille, je voudrais juste vous dire à quel point la jeunesse sera au cœur de nos préoccupations. Ça fait 8 ans que nous avons ce concours dit des 18-28. Cette année, il prend une forme un peu particulière, sauf qu'il a donné lieu au choix de 120 jeunes de 18 à 28 ans qui viennent de partout en France et qui ont en réalité tous et toutes écrit des passages absolument formidables et qui ont donné lieu à un livre que je montre à l'antenne et qui s'appelle « Agir face au dérèglement du monde », ce qui ne surprend personne puisque c'est le sujet de nos rencontres d'Aix, mais qui est vraiment disponible et qui est exceptionnel. Dans ces 120, vous avez décidé, un jury présidé par Étienne Klein a décidé de retenir 4 des meilleurs textes, et ces 4 lauréats seront tout à l'heure à la fois nommés, récompensés dans la deuxième partie de ces masterclass avec Patrice Geoffron. Et ces 4 auront quelques minutes pour exprimer leur point de vue et peut-être et surtout le point de vue qu'ils peuvent avoir aujourd'hui sur le rôle de la jeunesse dans cette crise que nous vivons. J'en profite juste pour dire à quel point nous avons vraiment considéré que la jeunesse était au cœur de nos préoccupations, puisque, comme vous le savez, le plus grand défi que le gouvernement aura à surmonter, c'est évidemment l'arrivée d'une classe d'âge en septembre-octobre, et il faudra bien qu'on trouve des solutions pour que cette classe d'âge ne se retrouve pas complètement à l'écart à la fois de la formation, de l'entreprise et même de Pôle emploi, de ce qui poserait un problème majeur. Alors, nous avons donc décidé d'avoir toute une série de pré-sessions sur les problèmes de la jeunesse, qui vont d'ailleurs se traduire, puisque 2 membres éminents des syndicats étudiants, en l'occurrence la présidence de la FAGE et la présidente de l'UNEF, interviendront pendant ces 2 jours et demi, et puis la déclaration des membres du cercle ou la déclaration des rencontres d'Aix sera précédée par une déclaration des jeunes faite à partir des travaux d'une quinzaine d'associations qui, en gros, recouvrent tout ce qui permet de qualifier les uns et les autres de jeunes, à part, j'allais dire, les visages qui sont à l'évidence moins fatigués que ceux de nous 3. Voilà, je voulais juste terminer en vous disant que on va d'abord écouter les mots d'accueil de Marie Joissan, qui, comme vous le savez, vient d'être élue brillamment à Aix-en-Provence et qui nous a toujours beaucoup aidés. Et elle a eu la gentillesse de dire quelques mots de loin, mais pour nous souhaiter, j'imagine, bonne chance pour ces 2 journées et demie. Bonjour à tous. J'ai soutenu l'initiative des rencontres économiques d'Aix-en-Provence dès sa première édition en 2001. J'ai tout de suite été séduite par l'énergie de Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et par son ambition de réunir à Aix-en-Provence des personnalités politiques, des chefs d'entreprise, des représentants d'institutions internationales et de la société civile venus du monde entier. Les rencontres économiques sont un espace de débat et de réflexion ouvert à tous, et sa dimension internationale participe au rayonnement de notre ville. En créant ces rencontres, Jean-Hervé Lorenzi a montré que l'économie ne doit pas être un sujet qui se discute uniquement entre spécialistes. Au contraire, en participant et en comprenant les grands enjeux économiques, chacun prend conscience qu'il en est acteur.
Dans le contexte de crise sanitaire internationale que nous connaissons habituellement, les rencontres économiques s'adaptent et deviennent les rencontres d'Aix-en-Seine et prouvent une fois de plus la faculté d'adaptation de l'équipe du Cercle des économistes. La pandémie de coronavirus a été l'occasion de montrer le pouvoir d'adaptation de notre société, de nos entreprises, de nos modes de vie, de notre rapport aux autres, et pour demain, de penser plus loin. Cette édition des rencontres économiques en est le résultat. C'est pourquoi il était important de les ouvrir en lançant un grand débat sur l'avenir de la société française et de l'Europe. Je vous souhaite une belle édition de ces premières rencontres d'Aix-en-Provence et je vous dis à très bientôt à Aix-en-Provence. Merci Madame le maire. Et alors, je vous rassure tout de suite, nous serons le 12 septembre à Aix, où nous retrouverons nos habitudes, comme nous sommes tous convaincus que la crise est une crise qui perdurera, que les mesures qui seront prises tout au cours de l'été, en préparation de la loi de finances, auront besoin d'un regard à la fois positif mais parfois critique. Donc nous serons là en septembre, peut-être même en octobre, en novembre, en décembre, enfin nous serons là. Je voudrais maintenant céder la parole à notre deuxième grand accueilleur. C'est une formulation qui est nouvelle, peut-être pas très élégante, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. En l'occurrence, le président de l'université d'Aix-Marseille. Je rappelle que c'est une des plus belles universités de notre pays. Et que, donc, Éric Berton, si on peut vous entendre, ce serait formidable. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous adresser un petit mot de bienvenue, regrettant de ne pas pouvoir vous accueillir en présentiel sur notre campus d'Aix-en-Provence pour cette 20e édition des rencontres économiques. Alors, ces rencontres ont forgé en effet leur identité ici à Aix-en-Provence. Son président, Jean-Hervé Lorenzi, ne l'a pas oublié. Et je tiens à saluer d'ailleurs son audace pour avoir rebaptisé cette édition les rencontres Aix-en-Seine. 20 ans déjà, 20 ans donc, d'un partenariat fort entre le Cercle des économistes et Aix-Marseille Université pour accueillir ce rendez-vous. Ce rendez-vous qui est devenu un rendez-vous incontournable du monde économique en France et qui appelle les plus grands spécialistes. C'est à mon sens toute la valeur ajoutée de ces rencontres pour lesquelles notre université est bien évidemment partie prenante. C'est un lieu de production, de diffusion de savoir, lieu de culture et d'émancipation sous toutes ses formes. Cette année, ces rencontres prennent un sens particulièrement important, crucial. La crise sanitaire que nous avons traversée a et aura des conséquences économiques et sociales importantes. Nous devons en tirer des leçons. Ces rencontres sont une merveilleuse opportunité. Elles doivent constituer un point de départ à ces changements souhaités en poussant les réflexions, en étant force de proposition et en proposant des solutions novatrices, immédiates et pérennes, pour inscrire notre société dans un système économiquement viable, durable et socialement responsable. Chères étudiantes, chers étudiants, la parole vous est donnée, c'est là l'essentiel. Vous êtes des acteurs qui seront aux commandes du monde de demain. C'est donc aujourd'hui, ici, maintenant, au sein de nos universités, que vous développez vos connaissances, vos compétences, vos réflexions, votre sens critique. Soyez donc conscients de ce que vous pouvez accomplir. Agissez en acteur responsable et réfléchi, et surtout laissez place à vos rêves, à vos ambitions et à vos convictions. Et faites-vous confiance. N'ayez pas peur de vous lancer, d'agir, d'entreprendre, d'inventer, d'innover, de créer et même de recommencer. À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle édition ensoleillée depuis la Provence, et à très bientôt. Merci, Monsieur le Président. Et vous aussi, je vous rassure, nous serons dans vos locaux le 12 et le 13 septembre pour reprendre la tradition des discussions dans un univers ensoleillé, charmant et dans une des plus belles universités de France. C'est un des plus beaux campus qu'on puisse rêver. Et donc, merci et à très très bientôt. Je termine juste en disant que la parole est désormais à ces deux masterclass, l'une sur les nouvelles valeurs et sur les valeurs d'empathie, et à l'occasion d'un livre qui vient de sortir, et puis la seconde sur l'urgence du long terme que nous retrouverons. Je vous donne à tous rendez-vous
en permanence, mais tout particulièrement à 17h40 dimanche, où il y aura la déclaration des jeunes auxquels vous avez participé et qui montrera à la nouvelle équipe gouvernementale à quel point notre jeunesse est un atout. Merci beaucoup. Merci, cher Hervé Lorenzi. Merci, Madame la maire. Merci à Monsieur le recteur. Donc, nous commençons la première masterclass avec 3 minutes d'avance. J'espère que ça collera quand même. En recevant, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Attali, qu'on ne, je crois, qu'on ne présente plus, qui est économiste, qui a été conseiller politique, qui est philosophe, qui est musicien, qui est auteur de très nombreux ouvrages avec une vie très éclectique, très multiple et florissante. Et donc je l'accueille sur le thème de ce premier masterclass qui est: est-ce que l'empathie est la valeur du 21e siècle? Et Jacques Attali, nous l'avons invité parce qu'il vient de publier un livre qui s'appelle L'économie de la vie, dont on va évidemment parler, que je présente là à l'écran, et qui porte autour de ça, la vie, l'empathie. Alors Jacques Attali, est-ce que l'empathie est la valeur du 21e siècle pour vous? L'empathie, c'est la clé qui ouvre la porte, mais la clé ne suffit pas. C'est la clé qui ouvre la porte, puisque l'empathie, c'est la capacité à reconnaître et à comprendre le point de vue des autres. Ça ne veut pas dire autre chose que cette prise de conscience de ce que les autres peuvent avoir un avis différent du vôtre, et ça ne va pas aussi loin que l'altruisme, qui est tirer des conséquences de ce que j'ai compris, le point de vue des autres, pour déterminer mon propre comportement. Mais l'altruisme est une conséquence de l'empathie, même si parfois l'empathie peut avoir une attitude, peut se résumer à une attitude de voyeur, limitée, où je comprends les autres, je les plains et je ne fais rien. Donc je me méfie de l'empathie si elle n'est qu'un comportement de riche bourgeois qui prétend comprendre le point de vue des autres, mais qui pour autant n'en tire pas les conséquences nécessaires. Pourquoi je suis pour ma part très méfiant à l'égard du concept de care aussi. Ah voilà, j'allais vous poser la question. Qui est aussi un concept paternaliste. Je prends soin des autres, ce qui veut dire que je suis supérieur aux autres puisque je prends soin des autres, et non pas ce qui me paraît le concept véritablement le plus nécessaire, le concept d'altruisme qui va au-delà, qui suppose l'empathie et qui va bien au-delà du care, qui est j'agis dans l'intérêt des autres, et en commençant par une étape qui me paraît absolument fondamentale, qui est ce que j'appelle l'altruisme rationnel ou l'altruisme intéressé, qui est la prise de conscience que d'une façon totalement égoïste, en étant seulement intéressé par moi et mon bien-être, j'ai intérêt à être altruiste. Le Covid en était l'exemple typique, donc, voilà, puisque ma santé dépend de la santé des autres. Ma santé dépend le masque lui-même. Je porte un masque non pas pour me protéger, sauf si c'est un FFP2, mais je porte un masque pour protéger les autres, parce que je pense, ou je souhaite, ou j'espère que les autres porteront un masque pour me protéger. Donc l'altruisme intéressé, qui d'ailleurs, puisqu'on est dans une réunion d'économistes, renvoie au grand Adam Smith, qui a écrit son premier livre sur l'empathie avant d'écrire son deuxième livre sur la richesse des nations, qui considérait d'ailleurs que son livre sur l'altruisme était plus important, mais qui retrouve dans la richesse des nations les fondements de l'altruisme, quand il explique très simplement, et ceci est très célèbre, qu'un boulanger a intérêt au bonheur de ses clients. D'une façon très générale, l'altruisme intéressé, c'est j'ai intérêt au bonheur des autres. Et le boulanger en est un exemple trivial. Oui. Alors, on parle de Smith, mais il y a une autre valeur un peu cousine qui est plus française, et un peu de la même époque, qui est la fraternité. Oui. Quelle différence avec la fraternité, l'empathie et l'altruisme? Alors, j'ai écrit tout un livre qui s'appelle Fraternité, justement sur ce sujet. La fraternité, ça va encore plus loin, parce que la fraternité, c'est la prise de conscience que non seulement l'autre, que j'ai intérêt au bonheur de l'autre,
mais c'est la prise de conscience que l'autre c'est moi, que l'autre c'est mon frère, que l'autre m'est indissociablement lié, que son destin est inséparable du mien, que son malheur c'est aussi le mien, et que son bonheur c'est aussi le mien. Donc la fraternité est vraiment un concept beaucoup plus puissant que les autres, mais c'est un concept d'une richesse extrême, parce que dans la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, il y a cette idée incroyable qui est que la liberté est ennemie de l'égalité, que l'égalité est ennemie de la liberté, et que la seule façon de concilier liberté et égalité, c'est d'y ajouter de la fraternité, c'est-à-dire la prise de conscience que l'autre, c'est moi. Que l'autre fait partie de mon destin, et qu'il faut donc trouver un compromis entre liberté et égalité dans l'intérêt de chacun. Alors, venons-en à votre livre, en maintenant le fil de cette conversation sur la fraternité. Votre livre s'appelle « L'économie de la vie ». Il propose une rupture par rapport à l'économie de la mort, d'une certaine façon, que nous vivions, en tout cas ces dernières années. C'est quoi alors la différence entre... Qu'est-ce qui va... D'abord, la philosophie, quelle différence philosophique? D'abord, la mort est présente dans toutes les sociétés. Toute société ne tient que si elle donne un sens à la mort. Je vais y revenir d'ailleurs, parce que ça renvoie à des choses vertigineuses. Elle a d'abord donné un sens religieux, puis un sens politique, puis un sens médical, avec la raison. Et aujourd'hui, devant l'épuisement de ces sens, nos sociétés, depuis quelque temps, ont choisi de cacher la mort. En tout cas, les sociétés occidentales. On ne voit plus la mort, elle est loin de nous, elle est distante, sauf dans les cas exceptionnels d'attentats, d'accidents ou de mort de personnes célèbres. Et comme on ne voit plus la mort, eh bien d'abord on y consacre moins de ressources que nécessaire à la santé, puisqu'on ne voit plus la mort. Et on consacre de moins en moins d'argent à ce qui est la vie, puisque la mort n'apparaît pas. Ce qui est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse que je trouve vertigineuse, c'est que la pandémie est l'occasion d'une extraordinaire accélération de choses qui étaient en marche. Et qui s'accélèrent. Il y a une chose qu'on n'a pas notée, mais je crois avoir, en tout cas je ne l'ai pas entendu noter, c'est que on a beaucoup regretté, on a été scandalisé que partout les gens qui meurent du Covid ont été enterrés ou n'ont pas pu être accompagnés dans leurs derniers instants par leurs parents et ensuite même au moment de l'enterrement. Or, si on y réfléchit bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette tendance très longue de nos sociétés qui est de cacher la mort a été là jusqu'à l'extrême. On a caché la mort au sens propre. On a fait en sorte que les mourants ne soient plus accompagnés dans la fin de vie. Et on peut imaginer, si on pousse, et moi je suis un grand lecteur et auteur aussi de science-fiction, on peut imaginer une société dans laquelle, à partir du moment où la médecine reconnaîtrait que la mort est inévitable, et la mort n'est pas un accident, tout le monde meurt, eh bien on déciderait d'escamoter le mourant. Non pas simplement à cause du Covid, mais tout simplement de l'escamoter. Et donc de faire disparaître les mourants dans leurs derniers jours, disparaître sans tombe, sans rien, simplement parce qu'on a tellement peur de la mort qu'on ne veut plus la voir. Imaginez une société de ce genre. On est au bord de cette société, on n'est pas loin de cette société. Ce serait la forme la plus catastrophique de la société de la mort dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, la société de la vie, c'est tout autre chose. Alors, avant d'y venir, je voudrais, c'est moi qui vous ai lancé un peu sur la philosophie, je voulais vous ramener à l'économie. Vous parliez d'Adam Smith. En quoi cette société de la mort est liée à l'individualisme qu'on a dans le capitalisme anglo-saxon? Elle y est liée parce que dans nos sociétés capitalistes, on a compris, sans vraiment l'expliciter, que la solitude est un très puissant moteur de la consommation. Je compense ma solitude en accumulant des objets. Je suis seul, mais j'ai des objets. J'ai même plus d'objets que je pourrais en utiliser, puisque en ayant des objets que je ne peux pas utiliser, ça me rassure. Enfin, par exemple, on peut avoir des livres, mais regarder sa bibliothèque, c'est se dire naïvement, je ne mourrai pas avant de les avoir lus. Regarder sa collection sur le cloud ou ailleurs de films, c'est de dire je ne mourrai pas sans les avoir vus. Et donc il y a, et de même pour les vêtements,
et pour des tas de choses. Je ne mourrai pas avant d'eux, donc le stockage des objets est une façon de conjurer la mort. Oui. Et donc notre société qui passe son temps à conjurer la mort par la peur, le fait par l'économie, qui est le meilleur moteur de la conjuration de la mort dans une société qui n'a pas d'éthique. Alors, la société de vie ou l'économie de la vie, c'est quoi alors? D'abord, c'est la prise de conscience très simple que dans cette pandémie, qu'il y a un très grand nombre de secteurs dont on s'est rendu compte qu'ils étaient absolument vitaux et qu'on avait oubliés. Parce que justement, ils n'étaient pas dans la consommation conjuratrice de la mort comme d'autres. C'est d'abord évidemment le secteur de la santé. Pendant très longtemps jusqu'à présent, et moi je m'évertue à dire cela depuis 40 ans, on dit que quand les dépenses d'automobile augmentent, c'est une bonne nouvelle, mais quand les dépenses de santé augmentent, c'est une mauvaise nouvelle. C'est faux. Pourquoi quand les dépenses augmentent? C'est déclassé improductif. Improductif, c'est absurde. On emploie même pour désigner ceux qui le financent le mot terrible prélèvement obligatoire. Deux mots épouvantables. Prélèvement obligatoire. Une idéologie. Alors que si on disait la vérité, c'est-à-dire que c'est financé par des primes d'assurance sur la vie, obligatoire ou pas, on aurait mieux accepté de le faire. Et donc, déjà, il y a le secteur de la santé, dont on a compris combien il était essentiel et maltraité. Ça ne se résume pas à des moyens, mais c'est essentiel. Et puis, il y a un grand nombre d'autres secteurs. Il y a l'hygiène, dont on a vu l'importance avec ce qui s'est passé à Wuhan. Il y a l'alimentation aussi, l'agriculture qui va avec l'alimentation, l'éducation qui va évidemment avec, la recherche et tout un ensemble d'autres secteurs, l'énergie propre, la gestion des déchets, la culture, la démocratie, les médias, la sécurité, l'assurance, le crédit, la logistique, le logement propre. Avec ça, on a couvert ce qui représente, selon les pays, entre 30 et 55 à 60% du PIB. Une économie de la vie serait une société dans laquelle on arrive à 80% avec ça. Oui. Alors quels sont les autres secteurs? Il y a des secteurs dont il faut assumer qu'ils sont zombies, c'est-à-dire qu'il faut les réorienter massivement, qui sont le plastique, la chimie, le pétrole, une grande partie de la mécanique et de la machine-outil, une grande partie du textile et des industries de luxe, une grande partie du tourisme, je reviendrai sur le tourisme parce qu'il peut être dans l'industrie de la vie ou pas, l'automobile et l'aviation, qui à mon avis sont des secteurs qu'il faut d'urgence réorienter. Je ne veux pas dire qu'il faut mettre au chômage tous les gens qui y travaillent, il faut les former en les rémunérant, c'est ce qu'on a appelé dans la commission que j'ai présidée, dont vous étiez un membre, une rémunération de formation, pour les mettre, les convertir vers le secteur de l'économie de la vie. Mais en assumant le fait que donner de l'argent à Renault pour continuer à produire des voitures dont personne ne veut, ou les voitures qui vont polluer, c'est absurde. Oui, mais... Et donner de l'argent à Airbus pour produire des avions, c'est absurde. Oui, mais le transport, le déplacement, la mobilité, ça compte aussi. Donc pourquoi ne pas leur donner de l'argent pour qu'ils fassent des voitures propres, électriques, et des avions propres? J'ai vu qu'on pourrait un jour faire des avions propres. C'est en cela qu'il faut leur donner de l'argent pour produire des choses de l'économie de la vie. Et la voiture propre, l'avion à hydrogène, le déplacement propre en général, c'est utile. Ça fait partie de l'économie de la vie. Mais donner de l'argent à des entreprises juste pour survivre, encore un instant, monsieur le bourreau, c'est criminel. Parce que c'est de l'argent perdu. On va accumuler des choses qui ne serviront à rien. Mais l'économie de la vie, ce n'est pas juste des bons secteurs par rapport à des secteurs zombies, comme vous dites. C'est aussi, donc on en a parlé, une philosophie politique. En quoi est-ce différent du collectif ou du social du 19e siècle? D'abord, vous dites ce n'est pas que de l'économie, mais dans une société où aujourd'hui personne ne le fait, personne ne met des priorités sur l'économie de la vie. Nous avons des grandes banques en France qui ne le font pas. Nous avons, on parle d'un grand investissement de l'Union européenne de 500 ou 700 milliards, mais ce qu'on entend, c'est que ça va servir à soutenir les secteurs en difficulté. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire, et pas les secteurs de pointe. Moi, j'aimerais que d'un point de vue économique, déjà, pour commencer par ça, on affiche que l'économie de la vie, c'est ça qu'on va financer, y compris la reconversion vers le secteur de l'économie de la vie. Alors, c'est beaucoup plus large
que la conception de la protection sociale du XXe siècle, parce que au XIXe siècle c'était de la charité, c'est-à-dire ça renvoyait au care dans une version proche. Le care c'est de la charité. Ça va beaucoup plus loin puisque j'y inclus des secteurs de l'écologie. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir que face à la pandémie, la réponse a été climatique. C'est absurde. Le climat influe sur la santé, oui. Mais la santé, c'est le problème du jour, c'est pas le climat. Oui. Donc, l'économie de la vie qui inclut le climat et la santé est un concept englobant qui recouvre véritablement les secteurs qui sont la priorité de la vie. Et plus généralement, ça rentre dans ce que j'appelle philosophiquement une société positive, c'est-à-dire une société qui prend ses décisions dans l'intérêt des générations futures. Par exemple, je propose dans ce livre une réforme constitutionnelle qui va plus loin que celle qui a été proposée récemment en France. Je propose depuis longtemps, c'est de dire toute décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. Oui. Ça, ce serait une réforme absolument majeure qui renvoie à cette idée de fraternité, ou de paternité, ou de maternité, ou de sororité, parce que fraternité a une conception masculine. Sororité est peut-être mieux adaptée. Et si on s'arrête sur cet exemple, on s'est disputé en France pendant des mois sur la réforme des retraites, qui était pourtant exactement cela, c'est-à-dire que c'est la solidarité entre les générations. Oui. Mais on a l'impression que ça traînait précisément parce que les gens ne voyaient pas cela comme ça. Ils voyaient ça comme je cotise pour mes retraites et donc je veux de meilleures retraites. C'est ça, c'est tout le débat idéologique d'aujourd'hui entre l'égoïsme et l'altruisme intéressé. Nous sommes dans des sociétés qui sont en train de devenir une juxtaposition de mercenaires narcissiques déloyaux. C'est vrai dans les entreprises et c'est vrai collectivement. Et la retraite, c'est ressenti comme ça. Je suis un mercenaire, je paye, je reçois. Je suis narcissique, je m'occupe que de moi. Et je suis déloyal, c'est-à-dire je n'ai rien à faire de l'intérêt des autres. Oui. Aucune société, aucune entreprise ne peut durer si elle n'est qu'une juxtaposition de mercenaires narcissiques et déloyaux. Et pourtant, c'est vers ça qu'on va. Et c'est ça la grande bataille idéologique, c'est entre l'égoïsme et l'altruisme. L'empathie étant la porte d'entrée vers l'altruisme. Quelles sont les autres clés, justement? Parce que vous dites... Je dis, pardon, que la réforme des retraites est absolument fondamentale. Oui. Elle est dans l'intérêt des générations futures, qui sont pénalisées de toutes les façons. Elles sont pénalisées par les retraites, elles sont pénalisées par la dette publique et privée, par le climat, enfin c'est épouvantable. Et là, par la difficulté qu'il va y avoir de trouver un travail. Les outils, vous parliez de l'empathie, il y a un discours, vous dites aussi il faut dire la vérité, même si elle est faite d'ignorance. On l'a vu tout à fait sur le Covid, les experts ont avoué en connaître très peu sur le Covid. Dire la vérité, c'est une vraie difficulté. J'ai moi l'impression personnellement que c'est de plus en plus dur de dire les vérités. C'est dur parce que les gens ont envie d'entendre ce qui les rassure ou ce qui fait scandale. Ouais. D'où la théorie, toutes les multiples théories des complots qui se manifestent. Je ne sais pas, c'est l'attitude du scientifique. Et il y a trop peu de science dans le politique aujourd'hui. Le politique a besoin d'avouer, je ne sais pas à certains moments. Mais il a aussi besoin de chercher. Par exemple, dans la crise du Covid, beaucoup de gens ont dit beaucoup de bêtises, en affirmant savoir quand ils ne savaient pas, mais on n'a pas vraiment regardé là où il fallait regarder. J'essaie de montrer dans mon livre que si on avait regardé ce qui se passait en Corée et pas en Chine, on n'aurait pas dit je ne sais pas. Ni je sais que c'est une grippette, on aurait dit regardez, les Coréens ont compris que ça va être très grave, dès le mois de décembre ils se mettent en ordre de bataille, ils ont des tests au 12 janvier, des masques, et à la fin de l'histoire ils n'ont pas de confinement, ils ont 280 morts pour 55 millions d'habitants. Oui. Donc il y a des moments où dire je ne sais pas c'est important, mais il faut aussi avoir l'esprit suffisamment ouvert pour regarder partout. Mais là c'était un discours de vérité sur il faut prendre des masques, etc., qui n'est pas été partagé par toute la société, des experts, des médecins et des épidémiologistes qui disaient il faut absolument confiner parce que sinon on aura 500 000 morts en France. Mais ça c'est parce qu'on n'a pas regardé ce qui se passait en Corée, ce qui se passait au Vietnam, ce qui se passait en Nouvelle-Zélande, ce qui se passait à Singapour, à Taïwan. On était provinciaux jusqu'à l'extrême.
Et puis surtout, on n'a pas appliqué un principe qui me paraît absolument fondamental, c'est de savoir que l'histoire est tragique et de savoir que la seule façon d'avoir la moindre chance d'éviter le pire, c'est de le prévoir. Ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on ne fait pas. Oui. Le sens du tragique, c'est curieux de voir la peur de la mort et pas le sens du tragique. C'est oui, parce que contradictoire. On a peur de la mort et on fait tout pour pas l'avoir. Ouais. Donc on ne veut pas du sens du tragique, qui fait partie de l'acceptation de la présence de la mort. Tous ceux qui nous-mêmes dans cette pièce et tous ceux qui nous écoutent mourront un jour. Et ça, on n'a plus grand mal à le dire, à le comprendre et à l'admettre. L'économie de la vie, au fond de vous-même, je me pose la question, dans votre cœur et dans votre tête, vous pensez qu'elle va gagner ? Vous pensez que, parce que les ennemis sont nombreux, les dictateurs, la peur toujours de la mort, etc. Oui, elle va gagner, elle mettra du temps, mais elle va gagner. Vous restez optimiste sur l'humanité. Alors d'abord, j'ai toujours dit qu'il fallait être ni optimiste ni pessimiste, parce que optimiste ou pessimiste, c'est une attitude de spectateur. Si je regarde un match de foot, je peux être optimiste pour l'équipe que je soutiens ou pessimiste. Mais si je joue au foot, il faut agir comme disent les rencontres d'Aix-Jeu. Il faut agir. Ouais. Si vous êtes optimiste ou pessimiste, vous êtes certain de perdre. Parce que ça prouve que vous avez pris l'attitude de spectateur. Il faut être ni optimiste ni pessimiste, il faut être acteur. Et aujourd'hui, plus que jamais, être un acteur s'impose dans tous les niveaux, à chacun de nos niveaux. Comme consommateur, comme producteur, comme épargnant, comme citoyen, il faut privilégier partout l'économie de la vie. Deux questions qui restent avant de poser les questions des étudiants, des masterclass. La première concerne le débat entre la sécurité et la liberté. Vous craignez, dans le côté un peu noir de l'avenir, que la sécurité l'emporte sur la liberté, sur l'état de droit même. La sécurité est nécessaire parce qu'elle est la clé du fonctionnement d'une société. Mais la sécurité n'impose pas la dictature. Et moi, je suis pour, par exemple, si on veut tracer par rapport à la maladie actuelle ou d'autres pandémies qui viendront, il faut se donner les moyens de tracer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter pour autant de passer par une dictature. D'ailleurs, la dictature chinoise a montré qu'elle a échoué. C'est même une des grandes leçons de cette crise, c'est qu'une dictature est incapable de gérer une situation de ce genre, puisqu'elle se ment à elle-même. Entre élites dirigeantes qui ne se disent pas la vérité. Donc, la grande leçon de cette crise, c'est que le modèle chinois ne fonctionne pas, contrairement à ce qu'on croit, ou ce qu'on a voulu croire. Et donc, il faut accepter de dire la vérité et d'en payer le prix. Est-ce que le bien va l'emporter ? Mettez-vous au début du XXe siècle. Un enfant qui naît en 1900. Il a 14 ans quand commence la Première Guerre mondiale. Il a 29 ans quand commence la pire crise économique de son temps. Il a 39 ans quand commence la Seconde Guerre mondiale. Et il sort vaguement la tête du cauchemar 45 ans. À 45 ou 45 ans. Et encore, s'il vit en Europe de l'Ouest, s'il vit en Europe de l'Est, c'est à 89 ans. Oui. Bon. Donc, pour l'instant, nous sommes en 2020 et le XXe siècle a commencé un peu moins mal que le XXIe siècle a commencé un peu moins mal que le XXe. Mais il faut garder présent à l'esprit que le tragique est possible et que les moyens de faire pire qu'au XXe siècle sont là, car nous avons plus de moyens de faire le mal qu'au XXe siècle. Ça peut un mal différent, parce que le XXe siècle, c'est beaucoup de morts par les guerres. Le XXIe... Et par les pandémies aussi. Et par les pandémies. J'ai oublié la grippe espagnole quand il avait 19 ans. Oui, les pandémies continuent, elles, mais on a d'autres mots qui sont... on parlait de un peu mise sous boisseau de l'état de droit, un peu de le fake news, crise climatique, complotisme, etc. Les facteurs noirs sont nombreux. Oui. Voilà. L'éducation, l'esprit critique, la liberté de parole. La liberté de parole est fondamentale. Se faire un avis suppose la possibilité d'entendre des points de vue contradictoires, d'être empathique au point de vue des autres. Alors, j'en viens, puisque il me reste 10 minutes aux questions des étudiants de masterclass. La première de Zined Raoui. Vivant dans un monde multiculturel, l'empathie est-elle une valeur propre à chaque culture ? Non, je serais affreusement triste si on ne devait être empathique qu'à chaque culture. Non, mais de différentes façons, peut-être. Non, au contraire, il faut une grande curiosité à l'égard des cultures des autres. Il faut
protéger sa différence parce que les identités sont importantes et qu'on a intérêt à un monde divers en un seul mot. Mais il ne faut pas être empathique seulement à l'égard de sa culture, sinon il y a un risque de juxtaposition. C'est la différence entre le modèle français et le modèle américain ou anglo-saxon, qui n'est tout sauf un melting pot, même si le mot est anglais, qui est une juxtaposition de communautés indépendantes. Moi, je pense qu'il faut avoir une empathie. Il faut être très cultivé dans sa culture pour pouvoir la transmettre, mais être ouvert et empathique surtout pour les cultures des autres. Alors, une question de Sakina Menaha. L'empathie appliquée à l'économie nécessite-t-elle pas une redistribution très forte des richesses? Encore une fois, l'empathie, si on se résume à ça, c'est le boulanger qui a intérêt à ce que son client soit content. Vous préférez l'altruisme. Voilà, parce que l'empathie, si vous n'êtes pas empathique en économie, vous êtes mort. Si vous ne satisfaites pas votre client ou votre patron, vous êtes mort. Oui. Donc l'empathie est un concept insuffisant. Donc l'altruisme suppose une immense redistribution des richesses pour vraiment fonctionner, parce qu'une société qui est une société de marché, c'est-à-dire d'égoïsme, sans état de droit global, il ne peut pas y avoir. La force du marché est telle qu'elle détruit les conséquences économiques d'une société altruiste. Donc il faut une redistribution que seul un État mondial ou un État de droit mondial pourra un jour donner. Comment ça se construit ça? Parce qu'on en parle depuis. Comment ça se construit? Les Suisses ont fait un État du bas vers le haut, ils ont mis 4 siècles. L'Union européenne fait un État du bas vers le haut, avec beaucoup de difficultés. On en est à 60 ans et ça avance lentement. Bon, il faut d'abord que l'Europe réussisse, parce que si l'Europe... Est-ce qu'elle donne un coup d'accélérateur, là, l'Europe, justement? Bon, pour l'instant, elle survit. Elle ne fait que survivre, et bien. La Banque centrale agit, l'Union européenne agit. Mais le ralliement allemand des Allemands, c'est un peu de l'altruisme allemand, ce qu'on attendait. C'est de l'altruisme intéressé. Et Mme Merkel l'a dit très clairement. Elle l'a dit, j'ai intérêt à ce que l'Italie se porte bien. Et très exactement, plus précisément, les Allemands ont compris que le tiers des Mercedes sont fabriqués en Italie. Et donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ça se casse la figure. Donc, c'est de l'altruisme intéressé. C'est très bien, c'est très bien. Oui, très bien. Mais cet altruisme intéressé, s'il va vers la production, comme en Allemagne aujourd'hui, de centrales à charbon, qu'on voit ouvrir à côté de Fessenheim-Confère, c'est absurde. Oui. Donc, on a une première phase très importante, la prise de conscience qu'on a intérêt que les Allemands ont intérêt au bonheur des autres Européens. C'est très 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 important parce que c'est nouveau, mais ça suffit pas. Une question de Patrick Petit qui nous fait revenir à l'articulation entre l'économie de la vie et l'individualisme. Est-ce qu'il en reste de bien? Parce qu'il demande pourquoi ne pas placer le devenir soi officiellement au cœur de la politique de tous les pays. Ah, j'en rêve, c'est le titre d'un de mes livres. J'en rêve. Je rêve qu'on puisse apprendre à l'école à devenir soi, qu'on puisse apprendre la méthode de devenir soi que j'ai développée dans ce livre et ensuite par ailleurs. Je rêve que chacun ait les moyens de devenir soi. Ce qui est tragique dans nos sociétés, c'est qu'une très petite partie de la jeunesse et les adultes ensuite ont eu l'opportunité de devenir soi, c'est-à-dire de trouver ce en quoi ils sont uniques et d'exercer le métier qu'ils auraient souhaité et la vie qu'ils voudraient avoir. Donc c'est d'ailleurs très subversif d'enseigner le devenir soi, parce que ça conduit à des exigences nouvelles. Je pense que un des bases d'un vrai programme d'économie de la vie, c'est de mettre dans l'éducation un cours de devenir soi. Oui. Étienne Wasmer, économiste du Cercle, se interroge en disant mais si tout l'argent qu'on met sur le social, on le mettait sur l'éducation, ce serait là, pour les générations suivantes, un véritable basculement. Il ne faut pas séparer les deux. Par exemple, moi j'attache la plus importance à la formation des chômeurs. Alors est-ce que c'est du social ou est-ce que c'est de l'éducation? J'attache la plus grande importance à la formation des quartiers difficiles. Est-ce que c'est du social ou est-ce que c'est de l'éducatif? C'est les deux. Il faut créer les conditions pour que l'éducation soit la plus élitiste pour tous que possible. Oui, mais ça veut dire quand même des changements d'échelle sur les systèmes éducatifs. Oui, évidemment, il faut changer des changements d'échelle absolument majeurs. Aujourd'hui, partout en Europe, le système éducatif est en train de s'effondrer. Alors, je cherche
L'Europe, quand même, pour revenir sur un aspect plus positif, vous dites dans votre livre que vous pensez que la Chine ne va pas remplacer les États-Unis, en fait, les deux s'affaiblissent. Oui. Et que, d'une certaine façon, c'est vraiment l'heure de l'Europe pour imposer cette économie de la vie. Exactement, exactement. Je pense que les États-Unis montrent leur déclin, qui est indépendant de Trump, qui est général, leur déclin et leur retrait, même si ça va rester pendant très longtemps une superpuissance, que la Chine montre qu'aussi longtemps qu'elle est une dictature, elle ne peut pas devenir une superpuissance autre que militaire, comme l'a été l'Union soviétique, qui n'a jamais été une vraie superpuissance en raison de sa dictature, que la Chine a le plus grand mal à devenir une démocratie, parce que si c'est pour avoir le sort de la Russie après la perestroïka, c'est vraiment pas quelque chose qu'ils souhaitent, tandis que l'Europe, avec plus de 400 millions d'habitants, le niveau de vie le plus élevé, a tout pour devenir la superpuissance du XXIe siècle. Il faudrait juste une chose, la prise de conscience de cette phrase très simple, en 3 mots, nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Les États-Unis sont plus là pour nous défendre. Et si on veut exister, ne pas tomber dans notre niveau de vie et notre éducation et notre mode de vie, il faut s'unir. Nous sommes seuls. Alors, c'est la phase qui reste à faire. Et de ce point de vue, le retrait américain est une bonne nouvelle. Le retrait anglais n'est pas une bonne nouvelle, parce que pour créer les conditions d'une Europe de la défense, il faut les Anglais. Donc je rêve d'un jour où on pourra refaire une Europe de la défense avec les Anglais, sans les Américains. Elle continue avec les Anglais. Ça continue, mais les Anglais sont pour l'instant militairement trop annexés aux États-Unis pour que ça soit crédible. Et l'Europe de l'Est ? Un mot. Vous savez pour moi combien j'attache de l'importance à l'Europe de l'Est, qui pour moi fait partie de l'Europe. Moi je rêve d'une Europe totalement intégrée, je suis heureux que les pays d'Europe de l'Est soient dans l'Europe. Je m'inquiète qu'ils soient trop liés aux États-Unis pour des tas de raisons, et qu'ils soient trop hostiles à la Russie pour des raisons historiques qu'on peut parfaitement comprendre. Mais pour moi, une Europe pleine et entière, c'est une Europe qui comprend tous les pays d'Europe de l'Est et la Russie. Ça va mettre très longtemps. Je reviens sur le capitalisme avec une question de Jolicin Robin. L'empathie et le capitalisme semblent peu compatibles. La première nécessite le temps long de l'interconnaissance, alors que le second insiste sur la disruption. Quelles peuvent être les conditions de création de l'empathie dans une société en perpétuel renouvellement? Non, c'est pas incompatible, au contraire. L'empathie, dans le sens et l'altruisme, n'est pas contraire à l'innovation. Au contraire, ce serait terrible que d'avoir une société cristallisée. C'est une morale qui suppose justement des innovations permanentes, des innovations empathiques. C'est ce que j'appelle des startups positives. Il faut une startup de demain, on le voit d'ailleurs, ce sont des startups qui justement pensent à comment aider à la manifestation, à l'organisation de l'altruisme. Et là, il y a des changements absolument gigantesques. Les voitures altruistes, les modes de transport altruistes, la santé altruiste, l'éducation altruiste, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs pendant cette période, c'est-à-dire l'éducation de groupe. Et un point qu'on n'a pas évoqué, c'est le tourisme. Voilà, le tourisme. Qu'est-ce que ce serait? Le tourisme, d'abord, il y a une grande partie de l'industrie du tourisme qui peut être très utile ailleurs que dans le tourisme. À cause du télétravail, les gens vont aller moins au bureau. Et je pense que pour que les gens reviennent au bureau, il faut que les sièges sociaux ressemblent à des hôtels. Et donc la technologie des hôtels va être très importante. 2, on a vu que les hôpitaux n'étaient pas aussi bien gérés que nécessaire, non pas d'un point de vue médical, mais par ailleurs. Et la dimension hôtelière des hôpitaux était importante. 3, les EHPAD ont été une catastrophe. Et si les personnes très âgées étaient dans des hôtels avec toutes les compétences hôtelières, ça changerait. Et donc là, ça donne un champ de développement aux techniques de l'hôtellerie absolument gigantesque. Et le tourisme, évidemment, est une industrie de la vie par nature. Merci Jacques Attali. Je remontre à l'écran votre livre, L'économie de la vie, paru comme toujours pour vos livres chez Fayard. Alors je vais passer maintenant l'antenne, si je puis dire, à la deuxième masterclass qui porte sur l'urgence du long terme. Et c'est Patrick Geoffron, professeur à Dauphine, membre du Cercle des économistes, qui va discuter avec Étienne Klein, que tout le monde connaît aussi, physicien, philosophe des sciences et président des masterclass. À vous.